Voilà. Je vais vous lire la suite du bouquin. Un pas est franchi au XIXe siècle avec l'essor de la chimie minérale qui va fournir de nombreux pesticides minéraux tirés des sels de cuivre, des sels de cuivre. L'usage de fongicides à base de sulfate de cuivre se répand. C'est à cette époque qu'est inventée la bouillie bordelaise, mélange de sulfate de cuivre et de chaux destiné à lutter contre certaines maladies cryptogamiques. De la vigne et de la pomme de terre comme le mildiou. L'essor véritable des pesticides est allié au développement de la chimie organique de synthèse à partir des années 1930. Les propriétés insecticides du DDT, substance synthétisée dès 1874, sont mises en évidence en 1939. Le DDT est alors commercialisé et devient le premier de la famille des organochlorés qui domineront le marché des insecticides jusqu'aux années 1970. La recherche sur les armes chimiques et notamment les gaz de combat menés durant la Première et Seconde Guerre mondiale ont favorisé la découverte de nouveaux composés organiques comme les organophosphorés. Ces derniers ont connu un développement considérable, certains produits étant encore utilisés jusque récemment, comme le malathion, insecticide interdit en France depuis le 1er décembre 2008. De manière globale, la consommation de pesticides a doublé tous les 10 ans. Entre 1945 et 1985, les quantités de pesticides vendus ont eu tendance à décroître en Europe depuis une dizaine d'années. Sous l'effet conjugué du retrait d'un certain nombre de molécules jugées trop dangereuses, d'une plus grande efficacité des produits et d'une prise de conscience progressive des impacts sanitaires et environnementaux de l'utilisation excessive de ces substances. Le glyphosate est un des pesticides les plus utilisés au monde. Il est le principal ingrédient entrant dans la composition du Roundup, l'un des herbicides le plus vendu au monde, produit par Monsanto, a été reconnu cancérigène probable pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. L'agence de l'OMS, spécialiste du cancer, ce classement n'est pas une surprise. Ainsi, l'agence de protection de l'environnement des USA, USEPA, avait déjà classé le glyphosate cancérogène possible en 1985 avant de modifier ce classement 6 ans après. Le glyphosate est l'herbicide dont la production est la plus importante en volume dans le monde. Les ventes ont explosé depuis l'introduction de cultures génétiquement modifiées pour résister au glyphosate, ce qui permet aux agriculteurs de tuer les mauvaises herbes en arrosant un champ en une seule fois. Outre l'agriculture où son usage a fortement augmenté, il est également utilisé dans les forêts et par les particuliers dans leurs jardins. Du glyphosate a été retrouvé dans l'air, dans l'eau et dans la nourriture selon l'IARC, qui précise que la population générale est notamment exposée lorsqu'elle habite à côté des zones traitées. Les niveaux d'exposition observés sont toutefois généralement bas, souligne l'IARC. Pour ce qui est des risques cancérigènes du glyphosate et des insecticides, malathion et diazinon, l'IARC note qu'il existe des preuves limitées chez l'homme en ce qui concerne les lymphomes non hodgkiniens des cancers du sang. L'IARC cite également le cancer de la prostate pour le malathion, qui continue à être utilisé de manière importante par les agriculteurs, et le cancer du poumon pour le diazinon, dont l'utilisation limitée est en baisse depuis les restrictions imposées en 2006 par les États-Unis et l'Europe. En matière d'aberration, la réglementation sur les pesticides obtient la palme d'or. Saviez-vous par exemple qu'un pesticide interdit car trop dangereux peut être réautorisé par simple dérogation? La France semble d'ailleurs être la championne en matière de dérogation aux restrictions d'usage de pesticides, 58 demandes en 2016 contre 10 en moyenne dans l'UE. Ainsi, certains pesticides et herbicides chimiques interdits continuent d'être utilisés. C'est notamment le cas de la trifluraline,
un des herbicides les plus utilisés. En mars 2008, l'utilisation de trifluraline a été interdite dans l'Union européenne en raison de sa toxicité sur les poissons et la faune aquatique. Cette substance est également très irritante et classée comme substance cancérogène possible. En 2016, l'Union européenne a pourtant voté la dérogation et réautorisé l'utilisation de trifluraline par les agriculteurs. Ces dérogations d'usage sont valables pour une durée inférieure à 120 jours dans des cas exceptionnels pour faire face à un danger imprévisible qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens. Pendant 120 jours, soit presque une saison culturelle complète, des pesticides et herbicides interdits peuvent donc être utilisés en toute impunité. Pour certaines associations et ONG, ce système de dérogation n'est plus ni moins qu'un moyen de contourner la législation européenne sur l'autorisation des pesticides. À l'origine, les réautorisations devraient être exceptionnelles. Pourtant, on observe une explosion de son utilisation. De 2007 à 2010, le nombre de dérogations accordées en Europe a augmenté de 500%. 59 en 2007 contre 321 en 2010. Certains pesticides sont bel et bien interdits depuis des années. Pourtant, leurs traces sont toujours présentes. À l'heure actuelle, la Guadeloupe et la Martinique sont face à un scandale sanitaire. La population des Antilles, y compris les enfants, est contaminée à la chlordécone. Cet insecticide a été utilisé à partir de 1972 pour lutter contre les carancons, des bananiers, principalement en Guadeloupe et en Martinique. En 1990, la France interdit finalement son utilisation. Le chlordécone est considéré comme un perturbateur endocrinien qui peut altérer la fertilité et être cancérogène. Mais entre 1990 et 1993, l'utilisation de chlordécone est réautorisée dans les Antilles par l'accord de dérogation. La chlordécone est une molécule persistante pouvant contaminer les sols pendant 700 ans. Pire encore, elle se retrouve encore aujourd'hui dans les cours d'eau et dans toute la chaîne alimentaire, bétail, poissons, légumes, racines. Selon Santé publique France, 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais présentent un taux de chlordécone par litre de sang trop élevé. La chlordécone est notamment connue pour augmenter les risques de cancer de la prostate. La Guadeloupe et la Martinique font partie des zones les plus touchées par cette maladie, 2 fois plus qu'en métropole. La Martinique détient tristement le nombre de cas de cancer de la prostate le plus élevé au monde. Nombre de produits qui ont fait la fortune de Monsanto ont été entachés de scandales sanitaires et de procès conduisant parfois à leur interdiction. Monsanto, fondée en 1901 par John Francis Kinney, elle fusionne avec Pharmacia et Upjohn en décembre 1999 et s'en sépare en 2002. Légalement, l'entreprise Monsanto Company n'existe que depuis 2002 sous cette appellation. En 1918, que débute la production de l'aspirine, Monsanto en restera le premier producteur américain jusque dans les années 1980. En 1940, Monsanto devient partenaire de l'armée américaine en effectuant des recherches sur l'uranium dans le cadre du projet Manhattan qui vise à la construction de la première bombe atomique. Dans les années 1940, Monsanto est un producteur majeur de plastique comme le polyester, polystyrène et des fibres synthétiques. Monsanto est notamment la première entreprise à avoir produit des LED visibles en masse. Elle a aussi produit des PCB et de l'agent orange, de l'aspartame et de l'hormone bovine de croissance recombinée. Au début des années 1980, le potentiel des biotechnologies végétales provoque une forte réorganisation du marché des produits phytosanitaires et des semences, autrefois séparés. Monsanto se désengage alors de la chimie industrielle pour s'orienter vers la biotechnologie et les semences via une politique de rachat intensif. D'autres entreprises du secteur de la chimie agricole feront de même durant les années 1980 et 1990, ce qui aboutira à la fondation des grandes entreprises du secteur Syngenta, Dow AgroScience et Pioneer iBread.
tout étant présente sur les marchés des semences, des produits phytosanitaires et des organismes génétiquement modifiés, OGM. L'entreprise a été impliquée dans divers scandales sanitaires et écocides. Elle est notamment soupçonnée de rémunérer directement ou indirectement des experts et scientifiques afin de discréditer des lanceurs d'alerte, donner une image positive des produits qu'elle vend et faciliter l'agrément des autorités sanitaires. En 2001, 3600 habitants de la ville d'Anniston en Alabama attaquent Monsanto pour une contamination au PCB. Selon un rapport déclassifié de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, EPA, Monsanto a déversé pendant près de 40 ans des milliers de tonnes de déchets contaminés dans un ruisseau et une décharge à ciel ouvert. Au cœur du quartier noir de la ville, la façon dont le Washington Post rapporte l'histoire est édifiante. Des milliers de pages de documents de Monsanto, dont beaucoup sont estampillés confidentiels, lire et détruire, montrent que pendant des décennies, la multinationale a dissimulé ce qu'elle faisait et surtout ce qu'elle savait. En 1966, des responsables de l'entreprise avaient découvert que des poissons immergés dans ce ruisseau se retournaient sur le dos en moins de 10 secondes, pissant le sang et perdant leur peau comme s'ils avaient été bouillis vivants. Ils ne l'ont dit à personne, raconte le quotidien américain. En 1975, une étude menée par Monsanto révèle que le PCB provoque des tumeurs chez le rat. La multinationale décide d'en changer les conclusions de légèrement tumorigène à n'apparaît pas cancérigène. Nous ne pouvons nous permettre de perdre un seul dollar. Ainsi se conclut l'un des mémos consultés par The Washington Post. Monsanto a finalement été jugé coupable en 2002 d'avoir pollué le territoire d'Anniston et le sang de sa population avec les PCB. La firme sera condamnée à payer 700 millions de dollars de dommages et intérêts et à assurer le nettoyage de la ville. Aucune peine de prison n'a été retenue contre les responsables de l'entreprise. En février 2007, The Guardian révèle que le géant agronomique a appliqué les mêmes méthodes sur plusieurs sites en Grande-Bretagne entre 1975 et 1972. Le quotidien a eu accès à un rapport gouvernemental montrant que 67 produits dont l'agent orange, la dioxine et des PCB ont été identifiés dans une carrière au Pays de Galles. En France, la fabrication et l'utilisation des PCB sont interdites depuis 1987. Durant ces mêmes années, entre 1961 et 1971, Monsanto produit l'agent orange constitué à partir de l'herbicide 2,4,5-T richlorofénol, dont la dangerosité est largement connue depuis l'explosion de l'usine de Nitro. Ce défoliant sera massivement déversé par l'aviation américaine au-dessus des forêts vietnamiennes pendant la guerre. Les conséquences se font encore sentir aujourd'hui, avec de nombreux cancers et des malformations de naissance au Vietnam, ainsi que des séquelles diverses chez nombre d'anciens combattants américains. Dans les années 1970, des vétérans du Vietnam ouvrent une class action contre les producteurs de l'agent orange. Monsanto se retrouve aux côtés de 6 autres entreprises accusées principales d'un procès en réparation pour empoisonnement. En 1987, les 7 producteurs de l'agent orange sont condamnés à verser 180 millions de dollars à un fonds de compensation destiné aux soldats américains. Durant le procès, Monsanto présentera des études scientifiques démontrant l'absence de lien entre l'exposition à la dioxine et les nombreux cancers dont souffraient les vétérans pour les débouter de leurs actions. Il sera démontré au début des années 1990 que ces études se fondant sur les conséquences de l'explosion de l'usine de Nitro en 1949 étaient biaisées. Cette fraude scientifique sera confirmée par le National Research Council qui constate que les études de Monsanto souffraient d'erreurs de classification entre les personnes exposées et non exposées à la dioxine et qu'elles avaient été biaisées dans le but d'obtenir l'effet recherché. L'affaire sera relatée en 1990 par Greenpeace et le chercheur Joe Thornton dans un rapport intitulé Science for Sale. Le 14 septembre 2016, Monsanto est officiellement racheté par Bayer pour 66 milliards de dollars. Le 4 juin 2018, Bayer annonce la disparition pure et simple de la marque Monsanto pour des raisons d'image de marque défavorables. OGM
Toute cellule végétale est potentiellement capable de redonner une plante entière. Cette propriété remarquable à la base de la reproduction non sexuée permet de produire des clones naturels des plantes mères. C'est sur cette propriété que s'appuie le clonage artificiel, la culture in vitro et toutes les biotechnologies végétales, en particulier celles des organismes génétiquement modifiés OGM, qui associent clonage et transfert de gènes. Les débats actuels dans les pays riches mettent en avant les risques potentiels des OGM. Dans les pays pauvres, on considère surtout l'avantage de pouvoir faire face à la crise alimentaire. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.